On comprend pas. On comprend pas. L'émission sportive interactive qui permet aux auditeurs de poser les problèmes relatifs au sport afin de mieux les comprendre. D'abord, je n'ai pas poursuivi. Vous m'avez appelé. Mais je suis venu. Les conditions qu'on s'est dit, si c'est pas ça, je fais quoi? Pourquoi je dis la vérité? L'équipe nationale, il n'y a pas de problème. Quand tu as vu qu'à l'équipe nationale, où il n'y a même pas d'anciens à côté, qu'il y a des gens qui ne communiquent pas, des gens qui ne parlent pas dans notre radio de Côte d'Ivoire, les gens, ils font ce qu'ils veulent et personne ne va les. Ils ne passent même pas à les Ivoiriens. Ils ne passent même pas à nos souffrances. Non, moi, je ne comprends pas cela. Le système n'est pas de système. Le système est gâté. Le système n'est pas le système de la siècle. Je souffre dans mon cœur. Il n'a qu'à de vous faire tout possible pour que je trouve la joie. Sinon, mon cœur va couper. Mon cœur va couper. C'est que fatigue du football ivoirien. Le problème, c'est quoi? Il est venu meilleur buteur en Côte d'Ivoire. Dans des meilleurs, il est en France. Sur le temps de Abdoulaye Traoré, Segou Bamba, Amani Yao, tout le monde est en place. Une fois qu'il n'est pas fait 2 ans dans un club ou 3 ans dans un club, ça ne peut pas. Quand on dit Cristiano, Barça, Messi, ils sont là comme les années. C'est ça qui nous fatigue. Ah, vraiment. On comprend pas. Sur Radio Côte d'Ivoire. From the sky to the sea. Auditeurs amis sportifs, bonjour. Merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. On comprend pas de ce jour reçoit Jean-Jacques Tizier, l'ex-gardien international ivoirien. Tout savoir sur le parcours de l'ex-portier du Stade d'Abidjan, de l'Africa Sport et surtout de l'Espérance sportive de Tunis et parler également de ses projets pour la Côte d'Ivoire. C'est dans un instant seulement. On comprend pas. Micro présentation Koulibaly Sendou. La technique est assurée par Clément Sokol. Bienvenue chez vous sur Radio Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Tizier, ancien gardien des éléphants de Côte d'Ivoire qui a participé à la première Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire en 2006 en Allemagne. Il a été gardien du Stade d'Abidjan, du Laser Football Club, également de l'Espérance de Tunis où il a passé la bonne partie de sa carrière avant donc de revenir terminer à l'Africa Sport d'Abidjan, aujourd'hui âgé de 47 ans. Tizier Jean-Jacques, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir chez vous à Radio Côte d'Ivoire. Mais déjà, les débuts de Tizier Jean-Jacques, c'est où et en quelle année vous commencez? Le début, j'ai commencé au Stade d'Abidjan. Au Stade d'Abidjan où j'ai été recruté par Père Sonam Da Silva. Et puis voilà, du Stade d'Abidjan, je suis allé au Laser. Et du Laser Football Club, j'ai atterri à l'Africa Sport. De l'Africa Sport, je suis allé en Tunisie. Alors ça, c'était en quelle année déjà, vos débuts? Déjà en 92, je suis arrivé au Stade d'Abidjan. Et puis en 96, j'ai quitté le Stade d'Abidjan pour l'Africa Sport, où je suis resté jusqu'à l'année 2001. Et puis de là, je suis parti en Tunisie. En Tunisie, vous passez l'essentiel de votre carrière à l'Espérance de Tunis. Alors, un club qui vous a tout donné pratiquement. Oui, j'ai été adopté là-bas et je suis arrivé en Tunisie déjà même avec une blessure, mais je pense qu'ils ont pris sur eux de me soigner. Et puis moi, alors, quand vous quittiez l'Africa pour la Tunisie, vous étiez blessé? Oui, je suis parti avec une blessure. J'avais une très grosse blessure et c'est juste même après la blessure que je pense que l'Espérance a manifesté le désir de me recruter. Et puis voilà. Alors, comment on l'explique? C'est quand même un paradoxe. Justement, je pense que c'est une grâce de Dieu parce que quand je suis arrivé là-bas, c'est juste après mon retour. Après mon retour de blessure à l'Africa Sport, j'ai joué juste un match. Et après ça, que j'ai pris mon vol pour la Tunisie. Et j'avais encore les séquelles de la blessure. Et arrivé là-bas, on a vu que la blessure n'était vraiment pas guérie du tout. Et ils ont pris sur eux de me soigner et puis de me garder là-bas. Et ça, c'est en quelle année exactement, vous avez dit? En 2002. Alors, vous commencez l'aventure avec l'Espérance de Tunis. Et ça a été facile, l'intégration dans ce club? Ça n'a pas du tout été facile. Ça a été, pour moi, ce qui a facilité la chose, c'est que j'ai trouvé sur place des compatriotes. Il y avait Kandia Traoré qui était déjà à l'Espérance de Tunis. Ah oui. Quand j'arrivais. Il y avait aussi Bouba Sanogo, mais qui était avec l'équipe des jeunes. Donc, il y avait aussi Issa Sanogo qui était aussi à l'Espérance de Tunis, mais qui était aussi avec les jeunes. Donc, je me suis appuyé sur ceux-là qui m'ont aidé, voilà, qui a facilité un peu mon intégration. Et puis, bon. Alors, vous étiez quand même plusieurs Ivoiriens là-bas? Oui, on était plusieurs Ivoiriens là-bas. Hormis l'Espérance de Tunis, il y avait Badra Sibi Aliou qui était au club africain, le club rival. Il y avait Kone Ibrahim
qui était aussi à l'Étoile de Tunis. Donc on se retrouvait vraiment, c'était tous des internationaux, donc on se voyait presque tout le temps, donc ça facilitait un peu les choses pour nous là-bas. Vous avez pratiquement tout raflé là-bas, dans ce club-là. Je pense que ça créait même beaucoup de problèmes parce que chaque année, on raflait quand même les titres de meilleur gardien, de meilleur joueur. Donc, ça faisait de l'ombre vraiment à leur propre gardien de but. Donc, les gens, ils ont essayé de mettre une loi pour empêcher les gardiens de but étrangers de jouer en Tunisie. C'était juste pour faire la promotion de leur propre gardien de but, quoi. Alors, Tizi, 20 années pratiquement à l'Espérance de Tunis, on l'explique comment? Mais ça s'explique par le fait que la Tunisie m'a adopté, l'Espérance m'a adopté, et je pense qu'ils ont mis tous les moyens possibles pour que tout se passe bien pour moi. Franchement, c'est une famille pour moi là-bas et j'ai que des amis, j'ai que des frères. Voilà, c'est un pays qui m'a beaucoup donné. Donc pour moi, il fallait qu'en retour, je leur rende la monnaie de leurs pièces. Ce que je pense avoir essayé. Voilà, donc on a mis en place beaucoup de choses là-bas et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en place, ça peut continuer sans nous. Donc voilà, moi j'ai décidé plutôt de venir donner à mon pays. Parce qu'après votre carrière de footballeur, vous arrêtez en quelle année en Tunisie en tant que joueur? En 2007. Et vous continuez dans la formation des jeunes? Ensuite, je suis allé déjà en 2006, après la Coupe du Monde, le club m'a envoyé déjà en formation pendant que je jouais encore. Donc je suis allé en formation et après la formation, en 2007, j'ai arrêté de jouer et j'ai continué d'aller en formation. Donc j'ai fini la formation en 2009 par là. Et pendant ce temps, j'étais déjà dans le staff des jeunes à qui, enfin, on a essayé de trouver des gardiens de but pour l'Espérance parce qu'après moi, il y a eu une grosse cassure. Quand j'ai arrêté de jouer, on cherchait des gardiens de but. Et puis ce projet-là est venu. On m'a demandé de voir si je pouvais mettre en place quelque chose pour la formation des gardiens de but. On a réfléchi. Puis bon, on a mis le projet en place. Et puis grâce aussi à un directeur technique qui était à l'Espérance, on nous a donné un petit budget qui nous a permis vraiment de recruter des gardiens de but jeunes. On a formé depuis le bas âge jusqu'à ce qu'ils deviennent des gardiens de but professionnels. Alors vous avez pu former quelques gardiens aujourd'hui qui sont en équipe première? Oui, on a formé quand même... On a trouvé comme une génération de gardiens de but. Ce sont 2 générations de gardiens de but. Ceux-là sont aujourd'hui en équipe première et dans la plupart des clubs tunisiens, c'est des gardiens de but qui sont d'origine espérantiste. Ce n'étaient pas les conditions qui manquaient là-bas. Vous étiez dans les conditions, mais malgré ça, vous décidez de venir apporter votre expertise en Côte d'Ivoire. À quel moment vous prenez cette décision-là? Mais je prends la décision juste après le match. On rappelle que vous avez été déjà approché par les responsables de la fédération. En 2013 déjà, la fédération m'avait approché. Elle m'avait demandé de venir apporter mon expertise aux jeunes en Côte d'Ivoire. Mais en fait, je pense que c'est dû au fait que en 2013, l'équipe qui a gagné, des jeunes qui ont gagné la Coupe d'Afrique, les jeunes de Camara Ibrahim qui ont gagné la Coupe d'Afrique, les cadets, c'est en Tunisie qu'ils ont fait la préparation. Alors donc j'ai essayé de les aider, surtout les gardiens de but. Et puis on m'avait demandé de voir parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés. Donc j'ai travaillé avec Guamile Gervais. Donc on a essayé de voir un peu et puis on a travaillé. Voilà, on a travaillé et je pense que ça les a servi pendant la Coupe d'Afrique. Et cette expérience-là, je pense, est restée quand même dans la tête des dirigeants. Puis ils ont voulu que je vienne. Je ne pouvais pas parce que le projet qu'on avait mis en place en Tunisie, on n'était pas encore arrivé à terme. Alors donc c'était vraiment difficile pour moi de venir. Donc je leur ai dit gentiment que je ne pouvais pas. Et ils ont relancé en 2015. C'était pareil. Je cherchais quelqu'un pour me remplacer, quelqu'un que je devais former, qui devait prendre ma place. Il n'avait pas encore atteint vraiment toute la formation, donc j'ai encore refusé. Et c'est que c'est dernièrement en 2017-18 que j'ai dit au président, après avoir vu le match surtout, le déclic vient de là, ce match, cette qualification à la Coupe du Monde que nous perdons ici à Abidjan, Côte d'Ivoire, Maroc en 2017. Oui, c'est ce match-là que j'ai vu en direct, et puis bon, c'était 2-0, je crois. 2-0, ça m'a vraiment fait un choc, parce que j'ai trouvé un gardien de but vraiment sans réaction, et je me suis posé beaucoup de questions. Donc c'est comme ça que, après quelques jours, après quelques réflexions, j'ai appelé comme ça le président Sori juste pour lui dire que vraiment je compatissais et que vraiment j'avais eu mal
après ce match-là, il m'a dit que lui aussi me cherchait. Donc après ça, voilà, j'ai dit, bon, écoute, président, vu ce qui s'est passé, au cours du match, je pense que je peux peut-être apporter quelque chose. Voilà, je vais peut-être venir, mais j'ai un projet sous la main. Si ça vous tente, je vous apporte le projet. Ça vous tente, bon, vraiment, voilà, vous voyez, vous décidez, et puis on va voir comment on fait. La première question, est-ce que tes parents là vont-ils laisser venir? Vraiment, ça, c'était une question évidente. Je lui ai dit, écoute, je verrai. Donc, j'ai essayé de voir un peu avec le président de l'Espérance. On a discuté un peu, et puis bon... Voilà, il n'était pas vraiment pour, mais je lui ai fait comprendre qu'après tant d'années, je pense qu'il était temps pour moi de peut-être rentrer chez moi et puis voir un peu si je peux aider là-bas. Donc, j'ai presque fui, voilà. Donc, finalement, il a décidé de me laisser partir. Et puis, bon, voilà, je suis venu. Voilà, vous êtes aujourd'hui membre de la direction technique nationale chargée de la formation des gardiens de but. Alors, c'est quoi votre rôle exactement? En fait, d'abord, mon premier rôle, déjà, c'était d'organiser déjà le secteur de gardien de but parce que ce secteur a été laissé pour compte depuis des années. On avait des entraîneurs de gardiens de but, mais on manquait vraiment de formateurs. Parce que, comme vous savez, le domaine des gardiens de but, c'est un domaine qui est assez vaste et nos enfants ici, nos jeunes frères n'ont vraiment pas la chance de faire la formation depuis le début jusqu'à ce qu'ils arrivent en fin de formation. Mais même par le passé, c'était sur le tas que vos dévanciers ont été formés. Oui, justement. Les données ont changé. Les données ont changé. Avec aujourd'hui, les choses ne sont oui. plus pareilles. Le foot a énormément évolué. Alors donc, il faut forcément passer aujourd'hui par une formation. Et la formation a des étapes. Ici, en Côte d'Ivoire, nos gardiens de but n'ont pas la chance vraiment de subir toutes ces étapes-là avant de devenir gardien de but en équipe première. Oui. Et donc, ça se voit aujourd'hui dans le championnat, toutes les lacunes que nos gardiens de but ont. Alors, donc, ça vient de là. Quand moi, je suis arrivé, on a essayé de mener une enquête avec le directeur technique et on a vu que la plupart des clubs de première division ne sont plus formateurs. Ils ne sont plus formateurs, ils n'ont plus de catégorie de jeunes. Ça, c'était un problème. Donc, il fallait regarder un peu au niveau des centres de formation qui étaient au nombre de 700 et quelques cantons. Et dans ces centres de formation-là, il n'y a aucun entraîneur de gardien de but. Wow. Il n'y a aucun entraîneur de gardien de but. Alors que c'est là-bas qu'on est censé former vraiment des gardiens de but. Oui. Alors, donc, ça devenait un véritable problème. Alors, donc, quand on a regardé, tous les entraîneurs ils étaient que dans des équipes de première. Tous les entraîneurs de gardiens de but. Les gardiens de but étaient que dans des équipes de première. Oui. Mais quand on descend, il n'y a plus rien. Parce qu'on n'en a pas assez. On en a même. Alors donc, il fallait qu'on organise le secteur. On s'est posé des questions. Et tous ces entraîneurs qu'on a rencontrés, personne parmi eux n'avait des diplômes. Personne parmi eux n'avait des diplômes. Oui. Donc, ils nous ont énuméré tout un tas de problèmes. Et je leur ai dit, c'est déjà pas bien que vous entraînez sans diplôme. C'est déjà pas bien. Alors donc, il faut déjà qu'on organise le secteur et que vous venez en formation. Parce que tous les jeunes que vous prenez, c'est vrai, peut-être que vous avez votre expérience d'anciens joueurs qui vous permet peut-être de les entraîner, mais ça ne suffit vraiment pas pour être un entraîneur de gardien de but. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui. Et il faut savoir connaître son gardien de but. Alors donc, on a mis en place le diplôme. La fédération a bien compris le bien fondé de la chose. Alors donc, on a mis en place le diplôme et pour la formation des entraîneurs de gardiens de but. Voilà. Donc, le deuxième volet, c'est qu'il nous fallait ouvrir une école. Une école pour que les plus jeunes, ceux-là même qui n'ont pas de formation, puissent bénéficier vraiment de notre expertise. Tout. Voilà. Donc, on a ouvert une école qui est entièrement gratuite où tous les jeunes, on demande à tous les jeunes de venir au Centre technique national et depuis bientôt 1 an. Alors l'école est fonctionnelle depuis 1 an maintenant? Oui, bientôt 1 an. Oui, bientôt 1 an, l'école est fonctionnelle et on a une bonne trentaine de jeunes qui viennent prendre les cours tous les mercredis soirs et tous les samedis matins, quand ils n'ont pas match. Dans la pratique, ça se passe comment? Je veux dire, quels sont ceux qui peuvent faire acte de candidature? On a axé ça sur 3 volets. Parce qu'on a commencé d'abord sur la préformation. Donc, on prend des jeunes de 14, 13, 14, de 12, 13, 14
et 15 ans. Voilà, donc c'est ceux-là. Mais par la suite, on prendra ceux de 17, 18 qu'on va ouvrir sûrement pour quand la situation va se normaliser. Donc, qu'on va ouvrir pour ceux de 16, 17, 18 ans, 19 ans, voilà. Voilà quoi. Donc le dernier volet, je pense que c'est des plus jeunes qui seront à l'initiation. C'est de 8 à 11 ans. Vous l'avez dit, depuis pratiquement une année, l'école est ouverte. Alors comment réagissent les premiers pensionnaires? Très bien, parce que d'où viennent-ils? Ils viennent des différents clubs. Oui. Ils viennent des différents clubs, des différents centres de formation qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Et ils jouent la compétition des jeunes. Donc là, ils prennent les entraînements tous les mercredis. Tous les clubs sont informés. Les clubs d'où ils viennent, ils sont informés que voilà, ces jeunes-là, les mercredis soirs, ils sont avec nous. Et les samedis, quand ils n'ont pas match. Oui. Donc, quand ils ont match, on les laisse tranquillement faire leur match et on essaie de les suivre pendant les matchs. Comme ça, ça nous permet déjà de voir à quel niveau de formation on est avec eux. Et puis bon, voilà, après les matchs, chacun a son dossier. On essaie de voir les lacunes et puis les corriger quand ils reviennent aux entraînements. Je demandais comment ils réagissent généralement, ces jeunes-là. Très bien, parce que là, ils en demandent. C'est eux-mêmes qui ont initié le fait qu'ils nous ont demandé d'essayer de voir quand ils sont en congé, parce que la plupart de ces jeunes aussi sont des élèves. Donc, ils nous ont demandé de voir pendant les vacances ce qu'on peut faire. Alors, donc, nous, on a réfléchi, on a trouvé qu'effectivement, donc, pendant les vacances, le nombre les jours d'entraînement augmente. Voilà, donc, ils ont 4 jours dans la semaine quand il y a les vacances et puis bon. On rappelle que nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Tizier, ex-gardien international, aujourd'hui membre de la direction technique nationale à la Fédération ivoirienne de football, évidemment. Alors Jean-Jacques Tizier, l'objectif pour vous c'est quoi en mettant en place toute cette politique? Aujourd'hui, dans notre organisation, on a vu que depuis pas mal d'années déjà, on ne se qualifie plus pour les compétitions de jeunes. On se qualifie pour les compétitions de jeunes. Donc là, notre objectif, c'est de pouvoir vraiment former des gardiens de but qui puissent vraiment jouer pour les différentes équipes de jeunes, les différentes équipes nationales de jeunes. Ça, c'est ce qu'on a comme objectif. Mais en fait, tout ça, on l'a décidé parce que tout simplement, on a regardé au niveau de l'équipe première. J'ai eu la chance de passer là-bas et j'ai vu qu'on a des gardiens de but qui tendent vers la porte de sortie. C'est vrai qu'on a un gardien de but comme Bowo qui, aujourd'hui, peut jouer encore peut-être 2-3 ans au haut niveau, mais après, derrière lui, il y a vraiment tous ceux qui sont derrière lui. Justement, on se pose la question, est-ce que la relève, c'était justement mon papier, j'allais poser la question, est-ce que la relève est assurée? La relève, je ne pense pas, même si on peut penser peut-être à un garçon comme Tapé Ira, mais ça pose problème parce que derrière Tapé Ira, même avec Tapé Ira, il sera seul. Alors donc, on a regardé, il y a Badra qui est derrière Bowo, il est même plus âgé que Bowo. Alors donc, il est carrément vers la porte de sortie. Il y a Karim Abdou Cissé qui, pareil, qui est plus âgé que Bowo, donc lui aussi qui tend vers la porte de sortie. Donc derrière, on n'a personne. Ouais, non, c'est voilà, ça. Donc c'est pour cela qu'il fallait qu'on revienne sur la formation des jeunes. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On espère que d'ici 2023, on arrive à sortir des gardiens de but du jeune, surtout, qui puissent jouer pendant longtemps pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors coach, on vous entendre, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Le titulaire Bowo, il est moins âgé que bien sûr, il faut vraiment s'inquiéter. La Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique en 2023. Il faut vraiment s'inquiéter. Et ce que vous devez savoir, c'est que plus on joue, plus on avance en âge, plus on est susceptible, vous savez, plus il y a des blessures qui surviennent. Bien sûr. Voilà, donc quand c'est comme ça, imaginons un seul instant que Bowo touche du bois, que Bowo se blesse. Derrière, il aura qui? Et même si aujourd'hui on pense à Tapé Ira qui est vraiment en train de progresser, mais après lui, il aura qui? Il faut former plusieurs. Donc vous comprenez qu'il y a vraiment un gros manque de gardiens de but en Côte d'Ivoire, donc il faut qu'on accentue vraiment la formation des jeunes et que ces jeunes-là puissent vraiment progresser rapidement. Ça fait un moment que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes revenu, donc vous suivez de près la situation des gardiens de but de nos clubs. Quel regard jetez-vous en ensemble sur nos gardiens de but, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2?
Je dirais que cette année, par exemple, le niveau a quand même, par rapport à l'année dernière, le niveau est quand même un peu acceptable. Parce qu'on essaie de les suivre. L'année dernière, c'était un peu catastrophique au niveau de nos gardiens de but. Mais cette année, avec tout ce qu'on a eu à faire comme formation, je pense que tous les entraîneurs de gardiens de but essaient vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes et essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a appris en formation. Et ça, c'est les gardiens de but aujourd'hui qui bénéficient. Donc, le niveau du gardien de but est en train de monter et on espère que ça va continuer à monter comme ça, quoi. Alors, Tizier Jean-Jacques, 2 questions des internautes. Alors, éliminatoire de la Coupe du Monde, je crois, 2006, la Côte d'Ivoire qualifiée. Mais d'abord, Abidjan, pendant le parcours, la Côte d'Ivoire-Cameroun, Tizier est blessé. Alors, une blessure qui a fait beaucoup de polémiques. Tizier était-il blessé réellement? Parce que, conséquence, la Côte d'Ivoire ligne ce jour-là, Niawa Gérard, conséquence, la Côte d'Ivoire perd 3-0. Tizier était-il vraiment blessé? D'aucuns disaient que Tizier a eu peur, il a fui le match. Non, je pense que quand on joue dans un pays comme dans un pays arabe où les publics sont très chauds, les derbys en Tunisie, vraiment c'est des matchs de feu. J'ai joué tous les derbys en Tunisie. Moi, je n'ai pas encore vu un public en Côte d'Ivoire qui soit aussi chaud que celui de la Tunisie. Alors donc, effectivement, je l'ai blessé. Surtout le derby de l'Espérance. C'est l'un des plus grands derbys au monde, oui. Voilà. Je crois dans le top 5 des derbys. Voilà. Donc si j'ai joué tous ces derbys-là, je ne vois pas pourquoi est-ce que je fuirais un match. Non, je pense que les gens, ils ont interprété tout ça parce qu'ils avaient un peu mal. Et effectivement, quand je suis revenu, ce jour-là, je revenais de l'Afrique du Sud. Je suis venu même juste après tout le monde. Je suis venu après tout le monde parce que l'Espérance jouait un match en Afrique du Sud. Et j'avais fait toute une série de voyages. D'abord, j'avais fait vraiment toute une série de matchs. Et j'avais un taux de fatigue qui était vraiment élevé. Et le match de Coupe d'Afrique, avant qu'on ne le joue en Afrique du Sud, je n'ai même pas fait d'entraînement. Je suis resté au repos. Voilà, jusqu'au jour du match où j'ai fait un long échauffement et j'ai joué le match. Et c'est juste après le match que je suis venu en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, je pense que le trajet, c'était Tunis-Afrique du Sud, c'est 12 heures de vol. Donc, après le match, j'ai fait Afrique du Sud-Tunis avant de faire Tunis-Abidjan. Donc, je suis revenu vraiment avec un taux de fatigue très élevé. Et ce jour-là, je suis arrivé à 4 heures du matin, je pense. L'entraînement était pour 9 heures. Ils m'ont réveillé et puis voilà, je n'ai même pas déjeuné, on est parti aux entraînements et c'est ce jour-là que je me suis blessé à l'entraînement. Wow. Donc j'ai eu une fracture de la main. Donc voilà, donc après le match, normalement je devais rentrer tout de suite pour me faire opérer. Mes coéquipiers ont demandé que je reste pour soutenir l'équipe. Donc c'est pour cela que je suis resté, sinon je ne serais même pas sur le banc. Alors justement, ce match au stade Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, le perd 3-0, vous en vouliez? Ben oui, parce que vous avez dit que je me dis que j'étais là. Ouais, je me dis que si j'avais peut-être observé un repos, voilà, parce que on a joué le match, je crois, un samedi, et moi je suis arrivé un mercredi matin, à 4 heures du matin, et je me suis blessé le mercredi vers 10 heures. Ouais. Voilà, à l'entraînement, je me suis blessé. Alors, donc, je me suis dit que si peut-être que j'avais observé un repos ce jour-là, peut-être que je ne me blessais pas. J'avais déjà pris un retard avec sur mes coéquipiers. Il fallait que j'arrive et que je rentre dans l'équipe. Il fallait qu'on commence à préparer véritablement le match du Cameroun. Et malheureusement, ça arrivé. Donc, ça fait partie des mauvais souvenirs que j'ai de l'équipe nationale. Un mauvais souvenir qui va se transformer en joie plus tard. Alors, Niawa Gérard, après ce match, je veux dire, c'est pratiquement fini pour lui. Pourtant, c'est un bon gardien, mais c'est un match qui a fait que les Ivoiriens ont gardé une mauvaise image de lui et la sélection, c'est fini pour lui. Un autre regret pour vous? Oui, et c'est pas seulement Gérard Niawa. Je pense qu'on a eu le cas de Yeboah Daniel. On a eu le cas de Yeboah Daniel qui après ma suspension en 2003, je pense en 2004, voilà, quand le coach nous a pris sur lui de me suspendre, et je n'ai pas fait le dernier match qualificatif en Afrique du Sud. Ils ont utilisé le jeune Yeboah, qui après, je pense, a brisé sa carrière. Voilà, donc ça a été pareil pour Gérard Niawa.
malheureusement pour lui. Et après ça, je pense qu'il n'a plus fait de carrière. Ouais, ça a été difficile pour lui après ça. Quand il est rentré même en France, ils lui ont fait tout un tas d'examens pour voir s'il voyait clair, tout ça. Vous voyez combien de fois? Vraiment, un seul match peut briser la carrière d'un footballeur. C'est pourquoi le poste de gardien de but était un poste très important. Absolument, c'est pour cela que il faut être fort mentalement. Ah oui, c'est l'un des aspects sur lesquels nous on mise beaucoup, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver des gardiens de but qui soient vraiment très forts mentalement pour pouvoir jouer en équipe nationale de Côte d'Ivoire, surtout en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vraiment pas facile. Surtout en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous mettez l'accent sur ça? Oui, parce que en équipe nationale de Côte d'Ivoire, tous les matchs sont des derbies, même les matchs amicaux. Tout le monde, tous ces matchs-là sont importants. Alors donc, on est toujours sous pression quand on joue pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et puis, voilà quoi. Donc, si on n'a pas un fort mental, si on se loupe, après, vraiment, la carrière, ça prend un coup. Tizi est un très bon gardien, mais semble-t-il qu'il ne voyait pas de loin. Je suis vraiment surpris parce que quand je fais un peu les statistiques, parce que j'ai quand même des statistiques de buts que j'ai eu à prendre, très peu de buts que j'ai pris vraiment de loin. Donc, je ne suis pas sûr que ce qu'il dit soit vrai. Finalement, merci. Tizi Jean-Jacques, les mots de fin vous reviennent. Mais je voudrais déjà vous remercier pour l'invitation et puis demander à toute la Côte d'Ivoire, tous les clubs, que nous sommes à la direction technique nationale, ils peuvent vraiment passer et on pourra leur donner toutes les informations possibles en attendant que le volet communication soit vraiment mis en place et qu'ils puissent avoir vraiment toutes les informations de la direction technique nationale. Donc j'incite tous les clubs à prendre contact avec nous, surtout au niveau des jeunes. C'est gratuit, c'est pas payant. L'école, elle est entièrement gratuite. Qu'ils envoient les jeunes prendre vraiment la formation et puis après qu'ils partent avec eux. Parce que nous, on ne garde pas ces jeunes-là. C'est ça. Voilà, on ne les garde pas. On leur donne la formation et après, ils vont dans leur club pour jouer. Je pense que c'est des choses qui vont aider tous ces clubs-là, aider même tous ces jeunes-là, pour que demain, on puisse avoir vraiment de bons gardiens de but en Côte d'Ivoire. Alors donc, je vous remercie pour l'invitation et j'espère que tout le monde viendra pour qu'on puisse donner de la formation aux jeunes. On espère vivement pour le bonheur et le développement du football ivoirien. Encore une fois, merci d'être passé chez nous, chez vous à Radio Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette émission. Clémence Cole était à la réalisation technique de ce rendez-vous de On Comprend Pas. Présentation, Koulibaly Sendou. Bonne suite de programme sur Radio Côte d'Ivoire.